Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être consacrée aux éléments de logique. Donc cette vidéo va surtout consister en une mise à niveau où l'on va premièrement parler de certains mots spécifiques de vocabulaire de logique. Ensuite, on va regarder les 3 opérateurs utilisés en logique et finalement, on va regarder quelques symboles particuliers utilisés dans ce domaine. Commençons tout de suite avec un petit peu de vocabulaire de logique. Donc là, vous voyez une liste de quelques mots qu'on va regarder. Cette liste, elle est bien évidemment pas exhaustive, mais c'est les principaux mots qu'on va retrouver dans ce domaine. Alors, on va commencer tout de suite avec la proposition, qu'on peut aussi appeler une assertion. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, ça va être une phrase mathématique qui peut être que vraie ou fausse. Alors, pour que vous compreniez un petit peu mieux, on va prendre un petit exemple. Si je vous dis 2 plus 2 égale 5. Dans ce cas-là, on est bien avec une phrase mathématique qui peut être que vraie ou fausse. Et dans ce cas-là, on peut tous se mettre d'accord sur le fait qu'elle est fausse. Donc oui, c'est une proposition. Si maintenant je vous dis 5 est plus grand que 3. De nouveau, ici, on est sur une phrase mathématique qui peut être vraie ou fausse. Et dans ce cas-là, la proposition, elle est vraie. Mais maintenant, si je vous dis 5 fois 2, et bien là, on ne va pas être dans le cas d'une proposition, car on ne peut pas lui donner une valeur de véracité. On ne peut pas dire 5 fois 2, c'est vrai ou c'est faux. Du coup, ici, on n'est pas dans un cas de proposition ou d'une assertion. Maintenant, on va s'intéresser au contre-exemple. Alors, qu'est-ce que le contre-exemple ? Ça va être en fait un exemple montrant qu'une affirmation mathématique est fausse. Donc, on va illustrer de nouveau ça avec un exemple. Si j'ai la proposition suivante, un nombre qui se termine par 3 est divisible par 3. Donc ici, c'est une proposition qui est fausse, car si on prend par exemple le chiffre 13, on voit que même si ça finit par 3, eh ben, c'est pas divisible par 3. Et là, dans ce cas-là, le 13, eh ben, c'est un contre-exemple. Parce qu'il montre en fait qu'une affirmation mathématique est fausse. On montre que un nombre qui se termine par 3 est divisible par 3, et bien ça c'est faux. Quand maintenant on va parler d'axiome, alors dans ce cas-là, ça va être en fait une proposition qui est vraie, mais qu'on ne va pas chercher en fait à démontrer. Par exemple, on peut donner un des axiomes d'Euclide qui dit que par 2 points, on ne peut faire passer qu'une seule droite, pour autant évidemment qu'on travaille dans un plan, ce qui n'est pas le cas de la géométrie sphérique non euclidienne. Mais dans ce cas-là, on ne va pas chercher à démontrer que par les 2 points, on peut faire passer qu'une seule droite. Donc on dit que c'est un axiome. Passons maintenant au fameux théorème qui, en fait, contrairement à l'axiome, va être une proposition qu'on cherche à démontrer. Donc par exemple, prenons le fameux théorème de Pythagore, qu'on peut illustrer comme ceci, avec le côté A, B et C. Et bien, ici, on va chercher à démontrer en fait que A carré plus B carré égale C carré. Et d'ailleurs, ça a été démontré et redémontré. Maintenant, passons à la conjecture. Alors, qu'est-ce qu'une conjecture ? Ça va être en fait une proposition qui paraît être vraie, mais où on n'a pas de contre-exemple concret. Donc, en fait, on n'arrive pas à démontrer que cette proposition, elle est vraie. Mais par contre, si vous avez bien compris ce que j'ai dit avant, si tout à coup, on trouve et on arrive à démontrer que cette proposition est vraie, et ben en fait, elle va tomber dans la catégorie du théorème. Et pour finir, le corollaire. Alors qu'est-ce que le corollaire ? Ça va être en fait la conséquence d'une proposition qui a déjà été démontrée. Imaginons par exemple qu'on a démontré que dans un triangle, la somme des angles, ça valait 180 degrés. Un corollaire pourrait être que dans un quadrilatère, en fait, la somme des angles, ça vaut 360 degrés. Voilà ce qu'il en est pour le vocabulaire de logique de base. Et maintenant, on va passer aux opérateurs logiques. Et là, il y en a 3 à bien connaître. C'est le non, le et le. Alors, le non, en fait, ça va être la négation ou le contraire. La négation d'une proposition P, par exemple, elle va se noter P avec une barre dessus ou encore
un P avec un petit angle à la gauche. Alors en principe, on utilise ce symbole-là plutôt quand on est en logique, et puis ce symbole-là quand on parle d'ensemble ou de probabilité. Alors, petit exemple. Si P dit x est plus grand ou égal à 10, alors non P, qu'on peut noter comme ça, ou encore P avec le petit angle, va dire x est plus petit que 10. Un autre exemple, si P dit x appartient à n, alors non P, qu'on note comme ça ou comme ça, va dire x n'appartient pas au nombre naturel. Maintenant, le et va lui traduire l'idée des deux à la fois, qu'on va noter soit avec un petit chapeau, soit avec un petit pont qu'on appelle inter. Et puis finalement, le ou va lui traduire l'idée de l'un ou de l'autre, ou les deux. En maths, faites attention, on va toujours parler de ou inclusif, toujours. Hein. Et puis le ou, on va le noter soit avec un V, soit avec un U, qui veut dire l'union. Pour illustrer le concept du et du ou, je vous ai fait ici un petit exemple. Alors ici, on a pris en fait tous les nombres naturels allant de 1 à 6 et on les a mis dans deux ensembles. L'ensemble P, qui est ici en gris, avec en fait qui est l'ensemble des multiples de 2, et puis l'ensemble ici Q, qui est en orange, qui est l'ensemble des multiples de 3. Si maintenant on cherche à connaître les nombres qui appartiennent en même temps à l'ensemble P et en même temps à l'ensemble Q, c'est-à-dire P inter Q, donc le inter ici représente le et bien ici, on se rend compte que ça va être seulement le 6 qui appartient et à l'ensemble P et à l'ensemble Q. Donc ça va être égal à 6. Si maintenant on veut connaître les nombres qui appartiennent ou à l'ensemble P ou à l'ensemble Q, eh bien ici, on se rend compte que les nombres, c'est tout ce qui va être ici. C'est soit on est dans le gris, soit on est dans le orange, soit on est dans les deux. Vu que, on se rappelle, c'est un ou qui est toujours inclusif. Et ici, on voit bien que ça va être le 2, le 3, le 4 et le 6. Voilà maintenant ce qu'il en est pour les opérateurs logiques et passons maintenant aux symboles particuliers. Alors on va commencer avec l'implication. Donc l'implication, son symbole, c'est le suivant, donc une petite flèche vers la droite. Et puis ça, en fait, ça va traduire l'idée du si quelque chose, alors quelque chose. Par exemple, si x égale 2, alors x carré égale 4. Donc si x égale 2, cela implique que x carré est égal à 4. Donc là, c'est bien, mais attention, c'est pas vrai dans l'autre sens. On ne peut pas dire si x carré égale 4, alors ça implique que x égale 2. Pourquoi ? Parce qu'on omettrait aussi la valeur du x égale moins 2. Donc c'est aussi pour ça qu'il existe le symbole de l'équivalence, qui cette fois sont des flèches qui vont en fait dans les deux sens. Et ça traduit en fait la même idée que l'implication, mais sauf que cette fois ça marche dans les deux sens. Donc par exemple, si x égale 2 ou x est égal à moins 2, alors c'est équivalent à dire que x carré est égal à 4. Donc si x égale 2 ou x est égal à moins 2, on peut dire que c'est équivalent à x carré est égal à 4. Et ça fonctionne dans les deux sens. Vient ensuite le quantificateur universel. Donc celui-ci va se noter avec un A à l'envers et ça veut dire pour toute valeur ou quel que soit quelque chose. Et puis on va encore avoir le quantificateur existentiel qui va se noter avec un E inversé et ça veut dire il existe au moins un quelque chose. Donc là, c'est pas très clair comme ça, mais je vais vous donner un petit exemple. Donc voilà le petit exemple. Si on veut dire en maths que tout nombre réel x possède un opposé, alors on peut écrire ça de la manière suivante. Alors,
on va écrire quel que soit x appartient à l'entier des nombres réels. Donc on va le noter avec le A à l'envers, qui veut dire quel que soit x, qui appartient au nombre réel. Il existe, qui est le quantificateur existentiel, un nombre y qui appartient également à l'ensemble des nombres réels. Donc il existe un nombre y appartenant lui aussi au nombre réel, tel que x plus y est égal à 0. Donc voilà comment on peut utiliser ces deux quantificateurs, donc celui qui est universel et existentiel. Donc voilà, cette vidéo qui concernait du coup une petite mise à niveau sur les opérateurs, vocabulaire et les symboles utilisés en logique, et bien maintenant c'est terminé. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire si vous avez des questions. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.